Le son, excellent. Hein, ouais. Quoi d'autre? Quand est-ce qu'on parle d'acoustique? Manipulation de son, peut-être. Ouais. Et est-ce qu'il y a d'autres moments dans la vie où tu parles, tu dis, ah, ici, une nouvelle maison symphonique, une belle acoustique? Ouais, c'est ça fait un petit peu une réverbération, quelque chose qui est parlé. Alors, acoustique industrielle, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on fait ici? C'est quoi le but? C'est des bulles. Ah, toi, t'as déjà répondu oui, elle n'a pas encore répondu. Aucune idée? Qui a une idée de ce qu'on peut faire en industrie? Pourquoi on s'intéresse aussi aux industries? Tester des objets là, que ce soit qui font du son là ou Ouais, quoi comme demande? je sais pas, un haut-parleur ou Ouais, quoi que ce ça soit pourrait être une application. En réalité, ce qu'on essaye de faire, c'est de faire faire aux machines, de faire faire le moins de bruit aux machines. Et votre atelier, il s'appelle justement le bruit. Donc c'est ça qu'on fait nous, notre métier, c'est de faire en sorte que les machines soient moins bruyantes. C'est ça l'acoustique industrielle. Okay. Alors on parle de bruit, mais dans le fond, c'est quoi un bruit? Est-ce que vous avez une définition? Est-ce que toi, tu saurais ce que c'est? une vibration. Une vibration, ça c'est bon. Mais un son, c'est quoi d'ailleurs? On commence par le son. Un son, c'est une vibration de l'air. Okay. Une onde, c'est une onde acoustique, effectivement, un son, c'est une onde acoustique, c'est très bien. Et alors un bruit en soi, c'est quoi? Aucune idée? Donne-moi un exemple de bruit dans ta vie. C'est un ensemble de sons. La musique, c'est du bruit? Non. Ah, et donc on est d'accord ici, non? Une voiture, tu trouves que c'est du bruit? Le bruit du moteur? Tu trouves que tu penses que c'est toujours vrai, c'est universel? Parce que moi je connais des gens qui payent très très cher là pour aller voir des beaux moteurs là sur le circuit Jacques Villeneuve chaque été. La Formule 1 là. Ouais. Ok, fatigant. Ok. Ok. Donc finalement la définition d'un bruit ça va être quoi? Ça va être un son qui va être fatigant. Exactement. En fait c'est la vraie définition, c'est un son qui est indésiré. Donc en fait le bruit c'est super relatif. Ça va dépendre. Pour certaines personnes, effectivement, un moteur c'est bruyant, et pour d'autres c'est un bruit génial. C'est quand tu vas avoir monté ta première voiture dans une Formule ici à SAE et tout, et tu vas l'écouter tourner là, tu vas être tellement content. C'est-à-dire c'est le plus beau bruit de ma journée. C'est le bruit du moteur. Ok? Alors ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va faire 3 petits ateliers pour bien comprendre ce que c'est que les sons. Donc on va comprendre que le son, oui, c'est une vibration. Et pour faire vibrer de l'air, on va voir qu'il y a plusieurs façons de s'y prendre. Donc ça, on va se diviser en 3 équipes. Donc je propose qu'il y ait peut-être une équipe, vous êtes des petits groupes. Hein. Donc on va faire vraiment peut-être vous 3 avec votre accompagnatrice. Ensuite, on va prendre peut-être vous 4. Comme ça, parce que c'est vrai qu'il y a quand même quelque chose comme ça, parce que ce qui se passe en fait, c'est que quand tu es dans une chambre comme ça et que pas de bruit, ben, tu vas commencer à entendre en fait ton cœur, tu vas tout entendre. Donc, c'est comme ça que ouais, c'est ça, ouais. Donc il y a des gens qui c'est comme 45 minutes, mais j'ai dit à mes collègues que j'allais tester, voir combien de temps je peux rester. Je pense que je peux faire plus que 45 minutes. Mais on verra. Moi ce que je vais vous montrer. Donc moi ce que je vais vous montrer un peu ici, c'est essayer de vous expliquer c'est quoi le son. Alors est-ce que vous avez une idée de c'est quoi le son? C'est bon sonore. Ouais, c'est des ordonnants, hein, c'est bon, hein, par exemple. Hein. Donc une onde c'est quoi? C'est une vibration qui Ouais, c'est ça. Ouais. C'est comme ça, c'est comme genre là par exemple je parle là. Si vous m'entendez, ben, c'est que j'ai des vibrations d'air qui sont propagées jusqu'à vos oreilles. Donc le son il fait comme ça, quoi. Puis ça s'est propagé jusqu'à vos oreilles, ça fait vibrer vos tympans. C'est quoi les tympans? C'est la paroi dans l'oreille qui est très fragile, qui fait surtout pas partir et tout. Et ça fait vibrer vos tympans, c'est pour ça que vous m'entendez. C'est pour ça que si vous me parlez aussi, ça marche dans les deux sens, quoi. Genre je peux vous entendre aussi. Quoi. Donc une onde c'est ça, c'est comme ben, par exemple ça fait comme ça quoi. Genre c'est comme là si je fais un battement justement, je tape dans mes mains, ben, ça fait exactement la même chose, c'est-à-dire que ça arrive jusqu'à vous et puis des fois ça se réverbère, des fois ça se réverbère pas. Je regarde. Pas pour moi. Ok. Et du coup ça c'est une onde et comme tu disais elle peut avoir une certaine fréquence. La fréquence en fait c'est le nombre de fois que ça se répète par seconde. Alors par exemple tu sais ça peut avoir une fréquence qui est comme plutôt lente, tu sais, ça fait comme des vagues.
Ouais, c'est beau, hein. Des vagues affulantes, tu sais, et puis ça peut être comme hyper rapide, tu sais. Et ça fait comme des vagues très rapides. Est-ce que vous connaissez d'autres types d'ondes par hasard? Par exemple, Quelque chose qui ressemble à ça. ouais, mais d'autres types d'ondes qu'on a comme tous les jours, tu sais. Genre, par exemple, le midi, quand tu veux faire réchauffer ton lunch, tu utilises un. Un micro-ondes. Ouais, voilà, ben ça, c'est des ondes. Les cellulaires. Les cellulaires, c'est des ondes aussi. Hydro-Québec. Ça a l'air qu'il y a plein d'ondes. Oui, c'est vrai, ouais. Hydro-Québec, il y a plein d'ondes aussi. C'est comme l'électricité qui passe dans les fils, ça fait comme plein d'ondes. Donc moi, je peux parler très grande amplitude. Donc moi, je peux parler très fort. Je peux parler très doucement. Et je peux parler très vite et je peux parler très lentement. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça qui fait le son, quoi. Et si c'est comme ça que vous pensez. Bah, approchez-vous, s'il vous plaît. Là, ici, c'est pour vous montrer, on a un dispositif. Bon, je sais, ça ressemble pas comme ça, mais c'est comme une corde de guitare, en fait. C'est une corde de guitare un peu longue. Quelqu'un joue de la guitare ici ou pas? Ouais. Du coup, quand tu joues de la guitare, tu sais, quand tu l'accordes, tu... oui, je suis pas musicien. Tu tends les cordes de la guitare, en fait. Et cette expérience est là pour expliquer pourquoi tu tends les cordes de la guitare. C'est-à-dire que là, on a mis des poids. Et une note, en fait, ça correspond à une certaine fréquence. Et quand t'es pas accordé, ben, tu touches tes cordes de la guitare, en fait, ça fait changer la fréquence de la note que tu fais avec ta corde. Du coup, est-ce que quelqu'un est chaud pour venir régler la fréquence? Quelqu'un sait c'est quoi cet appareil là? Ça mesure la fréquence. Comme marqué dessus, c'est un générateur basse fréquence. En fait, ça sert à générer une fréquence donnée. Comme moi, par exemple, là, je suis en train de générer une fréquence de 0,5, j'en sais rien, tu sais. Comme j'ai pas envie de le faire à la main, j'utilise un générateur qui le fait à ma place, quoi. Et qui vient faire monter et descendre ce petit pot là. Donc qui c'est qui veut régler la fréquence? Je veux tourner ce bouton là jusqu'à avoir affiché lui. Donc là, ça vit tranquillement là. Et est-ce que tu peux tourner le bouton jusqu'à voir lui? Celle-là? Ouais. Doucement. Ouais. Et là tu vois là, tout de suite il se passe un truc. La corde elle se met à tapoter là. Et ce qu'on dit c'est, vas-y, si tu le mets à 7 par exemple. Et ça c'est ce qu'on appelle comme la fréquence de résonance. Et mais est-ce que tu m'as dit? Tu vois là ça tapote complètement. Ça, quelqu'un peut m'expliquer ça? Non, je pense pas. Et t'imagines ça arrive tout le temps, comme t'es dans ton char par exemple, je sais pas si c'est un char je crois. Genre des fois t'accélères un peu, et puis tu vois, ton char il se met à vibrer. Et c'est parce que ta route c'est pareil, c'est comme des aspérités, donc ça fait comme ça. Et t'arrives sur la fréquence de résonance de la voiture. Donc la voiture, le char il se met comme à capoter, exactement pareil comme ça. Et juste après, si t'accélères encore un peu plus, c'est fini. C'est jamais arrivé ça? Non. Ah, c'est que sur les vieux chars. Bon, c'est pas grave. Quelqu'un veut mesurer le truc ou pas? Mesurer l'amplitude qu'il y a entre les deux. Je le sens bien. Bon, du coup, le scribe là, il faut noter fréquence de résonance. Ok, fréquence fondamentale. Ouais, ça, ouais. Ok. Mesure taille 2. La fréquence, qu'est-ce que c'est? C'est 8. Ah, ben, coudonc. Et c'est 8 quoi? Ouais, c'est encore du mieux, mais vous avez appris à 2. Et l'amplitude, c'est bien genre du minimal au maximal. Ok. Donc moi je vais vous parler de donc c'est quoi comme son, c'est-à-dire comment on peut décompter un son et comment on différencie par exemple le son de ma voix, le son de votre voix, de votre chien, d'un piano, etc.
Donc juste c'est par vous montrer une petite vidéo qui présente en fait comment sont produits les sons des instruments, notamment les ondes du piano. Deux fonctions. Un instrument de musique doit remplir deux fonctions, vibrer et émettre. Pour la plupart des instruments, ces deux fonctions sont indissociables. Ainsi, la peau du tambour qui vibre est aussi la source des ondes sonores qui s'en échappent. Les cordes vibrantes de la guitare ou du piano ne sont pas assez grosses pour agiter l'air et émettre un son. On interpose alors une caisse de résonance qui, par sa plus grande surface et sa forme adaptée, agit comme un amplificateur. Quand nous jouons la note Do, sur un piano par exemple, voici amplifiée et ralentie l'allure de la vibration qui s'installe sur la corde. Cette vibration, d'apparence complexe, est en fait la superposition d'une infinité de vibrations, nommées les harmoniques. Le premier se nomme le fondamental. Il vibre à la fréquence F0. Les harmoniques suivants ont des fréquences multiples de F0, et à chacun d'eux correspond une note. Autrement dit, en jouant la note Do, nous faisons résonner d'autres notes. Le deuxième harmonique vibre avec une fréquence double de celle du fondamental. C'est un Do une octave plus haut. Le troisième harmonique se révèle être un Sol, la quinte de Do. L'harmonique de rang 5 est un Mi, la tierce de Do. Et d'autres notes suivent si nous montons plus haut dans les harmoniques. Ce que nous entendons en jouant ce Do, c'est le son émis par la superposition de toutes ces vibrations. Les amplitudes relatives de chaque harmonique caractérisent le timbre de l'instrument. Ce que nous venons de voir pour la corde d'un piano s'applique pour la colonne d'air d'un saxophone. Pour la même note jouée, les harmoniques auront les mêmes fréquences, correspondant aux mêmes notes, mais les amplitudes relatives seront différentes. Notons que la tierce et la quinte, associées à la tonique Do, constituent ce que les musiciens appellent l'accord parfait. Il sonne en effet de façon très harmonieuse, et cela peut s'expliquer physiquement par le fait que les notes Mi et Sol, qui sont jouées, viennent renforcer les harmoniques Mi et Sol, déjà présents dans la note Do. Donc, je vous ai pas posé la question avant, parce que comme vous venez de l'atelier juste à côté, mais est-ce que c'est la fréquence? On parle de fréquence, vous savez. Vous avez à peu près compris ce que je dois raconter. Produire un son. Ouais, excuse-moi. C'est tout mettre à hauteur des notes et mettre dans la note. C'est ça, c'est un truc à hauteur des nombres. Par exemple, la fréquence, c'est le nombre de fois qu'un phénomène périodique se répète en une seconde. Par exemple, si je fais ça, vous voyez que c'est assez faible en une seconde, et si je fais ça, c'est beaucoup plus rapide. Au final, donc, un son, c'est pas un son qui va avoir des fréquences assez hautes, en fonction de la vitesse à laquelle ça atteint. Donc, ça, donc, est-ce que vous avez bien compris, donc, vous avez des questions sur la vidéo? Est-ce que vous avez bien compris donc, la différence? Pourquoi est-ce que par exemple une guitare et une clarinette ça sonne différemment si les musiciens jouent la même note sur la partition? Est-ce que vous savez pourquoi? Et d'accord, il y a comme une taille. Ouais, ça la caisse de résonance, c'est pour amplifier le son, mais le fait que ça sonne différemment, pourquoi? Alors que pourtant ils jouent la même note sur la partition. En fait, c'est parce que donc ils jouent la même note, ils jouent la même fréquence fondamentale, mais donc comme on l'a vu dans la vidéo, l'instrument, il y a ce qu'on appelle l'harmonique. Ce sont d'autres fréquences, qui sont multiples de la fréquence fondamentale. La fréquence fondamentale, c'est celle qui est sur la partition. Et grâce aux amplitudes, c'est-à-dire à la puissance de chacune des fréquences, ça fait qu'on distingue le son d'une guitare d'une clarinette. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas toutes à la même fréquence. Mais ce que vous avez compris, en fait, c'est vraiment une histoire de timbre. Quand on parle de timbre d'un instrument, c'est que les harmoniques sont plus ou moins fortes, et c'est ça qui fait qu'on a l'impression que c'est différent qu'un piano, une guitare, etc. Même s'ils jouent tous la même note. C'est le même son, mais pas la même fréquence. En fait, c'est le même son à la même fréquence. C'est exactement la même fréquence, sauf que les différentes fréquences qui sont associées au fondamental, donc les harmoniques, les multiples de cette fondamentale, sont des amplitudes, des intensités, des puissances, si vous voulez,
différentes. Comme quelqu'un qui a l'oreille absolue, il va entendre une note, quelqu'un du piano, du saxophone, de la trompette. Qui a quoi, pardon? L'oreille absolue. Ok. Il est capable d'entendre la note puis de différencier Ouais, par c'est son ça. oreille. Vous voyez, par exemple, entre le piano et le saxophone, donc ça c'est le fondamental. Et vous voyez que pour les harmoniques, par exemple, celle-ci est beaucoup plus forte pour le piano que pour le saxophone. Et là, inversement, c'est le saxophone qui sonne beaucoup plus fort. Et celle-ci est beaucoup plus faible. Et donc c'est ça en fait qui fait la différence entre ça. Pour la même fondamentale. Donc c'est ça, pour la même fondamentale et les mêmes harmoniques, comme on a des puissances différentes, c'est pour ça qu'on n'entend pas la même chose. Ça, il y en a à l'infini, des harmonies? Ouais. Mais après, en fait, il y en a après, elles sont tellement faibles que tu n'arrives pas à les entendre. Donc maintenant, je vais juste vous allez faire un petit jeu. Donc le but, ça va être d'essayer de trouver quels instruments sont joués. Donc justement, on va utiliser ce concept d'harmonique. Donc on va avoir le fondamental d'un instrument qui va être joué. Et petit à petit, on va rajouter les harmoniques. Donc vous allez, celui qui trouvera gagnera une magnifique paire de protecteurs auditifs. Et donc le but, voilà, ça va être de trouver l'instrument qui est joué. J'ai le droit de jouer moi ou pas? Non. D'accord. On lève la main, on fait le taper, c'est pas comme l'enfant. Attends, non, c'est bon. You will hear the sounds of two instruments built up by adding partials one at a time. Donc là, vous allez entendre le son d'un instrument et on va ajouter les harmoniques petit à petit. Vous allez voir l'importance que ça a sur le son. C'est ça. Guitare. Une harpe. Non. Ouais, c'est le fun. Ouais, une cloche. Ah, une cloche. Ouais. Tiens, félicitations. On va les chanter quand il rentre comme ça. Donc là, voilà, c'est une cloche. Donc vous voyez que c'est vraiment. Ok. Non, mais je connais ça. Ok. Est-ce que tu sais à quoi ça sert? Ça donne la note de base. Je sais pas. C'est la trompette. Le diapason, en fait, c'est ce qu'on appelle un son pur. C'est un son qui a une seule fréquence fondamentale mais sans harmonique. Donc ça sonne comme ça en fait. Et donc c'est utilisé par les musiciens pour accorder les instruments en fait. C'est ça. Je vais le faire. Donc ça sonne, c'est très pur, donc en fait s'il n'y avait pas harmonique, tout sonnerait un peu comme ça avec une différence comme ça. Donc c'est ce qu'on appelle un son pur, c'est très peu présent dans la nature. La plupart des sons que nous entendons sont complexes comme les instruments, comme j'ai dit ma voix, votre voix, le chien quand il aboie, tout ça c'est des sons complexes qui peuvent être composés d'un ou plusieurs fondamentaux avec ces harmoniques associées. Donc comme on a dit, un son il est composé, donc comment est-ce qu'on peut caractériser un son grâce à quoi? Ouais, c'est ça. Donc c'est les deux choses principales qui permettent de caractériser un son. Et donc l'oreille, nous ce qu'on perçoit, c'est la même chose. On perçoit donc la fréquence d'un son. C'est différenciant un son grave qui aura une fréquence plutôt aiguë ou basse. Pardon, une fréquence basse ou élevée. Ouais. Un son grave c'est une fréquence basse. Et un son aigu aura une fréquence à l'inverse élevée. Est-ce que vous savez qui est ce monsieur? Des chances que non. Ouais, sans regarder. Tu vois, la prochaine fois j'écris rien. Donc comme c'est écrit Joseph Fourier, c'est un mathématicien français du 18e, 19e siècle. Donc si je vous parle de lui, c'est parce que il est à l'origine de. C'est grâce à lui qu'on arrive à décomposer un son, n'importe quel son, en différentes fréquences et donc ça nous permet de l'analyser. Par exemple, vous voyez donc ça c'était le son du La quand je l'ai joué. Vous voyez qu'il y a un seul pic. Donc un pic en fait ça correspond à une fréquence identifiée. Donc là vous voyez il y a d'autres petits pics mais en fait ils sont vraiment beaucoup plus bas en amplitude donc c'est comme s'ils étaient inexistants, on ne les entend pas. Donc nous ce qu'on entend c'est un pic par exemple là, pour le son du diapason. Donc ça c'était un des sons assez simples. Par exemple si après on passe à des sons plus complexes comme la cloche par exemple. Vous
voyez donc sur la gauche, en bas à gauche, qu'il y a une multitude de pics qui sont présents. Donc on a entendu un son grave et un son plus... Enfin d'abord un son aigu puis un son grave. Donc en fait les deux premiers pics ça va correspondre au fondamental du son grave et au fondamental du son aigu et ensuite on a leurs harmoniques. Ensuite pareil vous pouvez avoir des sons, donc ça c'est encore un son assez simple, mais par exemple un son de vache, au hasard, ça va être quelque chose de vraiment différent. Vous voyez en bas à gauche qu'au final ça n'a rien à voir. Donc est-ce que toi tu as l'air de bien aimer les vaches? Est-ce que tu veux te prêter au jeu et essayer de reproduire le son de la vache? Donc le but c'est d'essayer d'avoir ici quelque chose qui ressemble à ça. Au final toi tu peux reproduire les mêmes fréquences que la vache et peut-être te faire comprendre par une vache. Ok, mais Tu veux essayer? un peu. Non, ça va. Ok, que quelqu'un veut essayer? Vous l'avez écouté avant? Ouais, bien sûr. Je le refais? C'est bon? Ok, donc attends. Ok, c'est pas mal. Est-ce que tu veux recommencer? Essaye de le faire plus près du micro. Attends. Bon, vous voyez que on n'est pas exactement pareil, mais il y a l'idée. Et c'est pas facile à faire. Merci d'avoir tenté. Il est bilingue le gars, français vache. Bravo. Bon, t'as manqué de basse fréquence par exemple, tu vois, le son de la vache était beaucoup plus bas en fréquence, vous pouvez le voir. Moi je trouve ça ressemblant. Mais c'est ressemblant, ouais, mais vous voyez par exemple que c'est pas exactement la même forme et c'est pour ça qu'on n'entend pas exactement la même chose. Si t'es fort avec les animaux, tu peux essayer avec un âne. Si t'as envie, hein. Je te fais écouter. Bon. Ok, attends. Ouais, c'est pas mal. Donc voilà, vous voyez que c'est violent, c'est pas évident, c'est pour ça qu'on a tous dit. C'est vraiment pas facile, merci d'avoir essayé. Donc voilà, donc vous voyez que c'est grâce à... Alors, en gros, c'est pas bien. Je vais vous parler du bruit, surtout je vais vous expliquer c'est quoi. Avant de commencer, je vais attirer votre attention sur un petit détail. Pardon. Remarquez quoi là? Est-ce que vous avez remarqué quelque chose de particulier? Ouais, ça répète. Sinon, dans l'ambiance, sur la manière dont ça a sonné, ça résonne exactement. Il y a de l'écho. Et est-ce que c'est fort? En fait, on est dans une chambre réverbérante. Donc en fait, c'est une salle qui a été conçue pour que ça résonne justement, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de matériaux réfléchissants. C'est-à-dire qu'il y a des matériaux acoustiques qui sont absorbants et d'autres qui sont réfléchissants. Là, dans cette salle, on a sélectionné que des matériaux réfléchissants pour avoir beaucoup d'écho. Donc vous verrez, avec mon collègue, là, que vous allez le voir après, c'est l'inverse, c'est une chambre où on a mis des matériaux absorbants, donc il vous expliquera la différence. Mais je sais pas si, est-ce que vous avez des idées de ce qui pourrait être absorbant comme matériau, par exemple? La mousse, la laine, par exemple, et rien que vos vêtements, là, c'est absorbant. Donc, par exemple, si tout vous verrez rentrer d'un coup dans la salle, si ça se trouve, on pourrait peut-être entendre si je refaisais péter la seringue, c'est pas sûr qu'on entendrait une différence, mais parce que mais si, on va dire 50 personnes entrées dans la salle, là, on pourrait entendre une différence, par exemple. Donc, vous avez dû voir dans les activités, non, là. Vous verrez dans les activités précédentes du coup que le son ça peut être plaisant, mais ça vous le savez déjà, et je sais pas si on écoute de la musique. C'est utile aussi évidemment, parce que là je vous parle, c'est comme ça que vous pouvez me comprendre. Mais là dans cette activité, on va voir surtout que ça peut être non seulement inutile le son, donc là on parle de bruit, mais ça peut être déplaisant et même dangereux pour votre santé auditive. Donc, je vais vous montrer une petite vidéo pour vous expliquer un petit peu qu'est-ce qui peut se passer lorsqu'on écoute enfin déjà comment fonctionne l'oreille et qu'est-ce qui peut se passer lorsqu'on écoute des bruits trop forts. Voilà.
Le système auditif humain est composé de 3 parties. L'oreille externe, l'oreille moyenne et l'oreille interne. Voyons le fonctionnement en détail. Les ondes sonores sont captées par le pavillon de l'oreille externe. Elles sont ensuite amplifiées et transmises à l'oreille moyenne par le conduit auditif externe. Ce mouvement du son fait vibrer cette petite membrane appelée le tympan. Ces vibrations sont transmises aux osselets situés dans l'oreille moyenne. Les osselets sont les plus petits os du corps humain. Ils sont composés du marteau qui transmet ses vibrations à l'enclume, puis à l'étrier qui joue le rôle d'un piston qui vient comprimer le liquide de l'oreille interne. La cochlée est l'organe principal de la perception auditive. Elle renferme entre 15 et 20 000 cellules ciliées qui détectent les vibrations du liquide et génèrent l'influx nerveux qui est acheminé vers le cerveau par le nerf auditif. Mais ce système est fragile et peut subir des défaillances. On parle de la perte d'audition dont les 2 plus usuelles sont la perte de conduction et la perte neurosensorielle. La perte de conduction peut être due à un corps étranger qui obstrue le conduit auditif, par exemple un bouchon de cire, à une perforation du tympan, à un mauvais fonctionnement des osselets, à du liquide ou une infection dans l'oreille moyenne. Ce type de perte peut souvent être réglé par une intervention médicale et ne représente que 10% des cas de perte auditive. Le deuxième type de perte, la perte neurosensorielle, qui représente 90% des cas, est le résultat de la destruction de cellules ciliées de la cochlée. Elle est souvent due au vieillissement, peut être de source génétique. Ou alors la conséquence d'une exposition répétée à des sons très forts. Ouf! Ok, ce type de perte est irréversible. Oui, dommage, mais peut souvent être compensé par des aides auditives. Est-ce que vous avez des connaissances? Est-ce que vous avez des connaissances, par exemple, qui travaillent au milieu bruyant? La notion comment tu l'appelles? Ouais, mais donc, par exemple, il va faire des chasses contre les vents. Et en fait, c'est bruyant. Donc, c'est vrai que vous êtes exposé à quel type de perte si vous êtes entré dans les non sens exactement. Voilà, donc de manière générale, on travaille dans le milieu bruyant. On est exposé à la perte oreille, c'est une perte qui est irréversible et qu'on veut éviter parce que même si on peut porter des aides auditives, c'est quand même pas super et il vaut mieux prévenir que guérir. Donc dans ce cas-là, c'est pour ça qu'on va porter des aides, des protecteurs auditifs. Donc il y en a plein qui existent sur le marché. Je ne vais pas passer ça, vous allez imiter les différents types de bouchons qui existent. Voilà. Si tu fais passer la boîte, après je vais vous donner, fais passer la boîte, c'est juste pour que vous voyez. Après je vais vous distribuer une paire de bouchons chacun. Voilà, ça c'est des bouchons basiques en mousse. Hop, c'est cadeau. Voilà, ce qu'on va faire là. J'ai pas le droit, moi. T'en veux un? S'il te plaît. Oui. Et merci. C'est bien de savoir qu'il faut se protéger. Le problème, c'est qu'en fait, la plupart des gens ne savent pas comment mettre dans le bouchon. Ça paraît facile comme ça, mais c'est beaucoup plus compliqué qu'on pense. Moi, des fois, j'ai du mal encore à le faire. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit entraînement rapide pour voir si vous êtes capable de mettre ce bouchon correctement. Avant ça, avant de commencer, il faut que je vous explique comment les mettre, parce que sinon, vous ne saurez pas. Voilà une petite vidéo qui va vous expliquer comment mettre correctement les bouchons d'oreille à former. Les bouchons d'oreille à former, il y en a des comme ça, et aussi des comme ça, et également des comme ça, et puis des comme ça, et des comme ça, et des comme ça. Il y en a plein d'autres, mais je ne vais pas tous vous les montrer. Parfois, on les appelle aussi bouchons d'oreille jetables ou bouchons d'oreille formables. On doit les mettre avant d'entrer dans une zone bruyante. Pour qu'ils soient efficaces, il faut bien les mettre. Pour ça, je procède par étapes. Première étape, je lis la notice du fabricant et je me lave les mains. Deuxième étape, je roule les bouchons d'oreille un par un. Objectif, réduire le diamètre. Pour ça, 2 techniques. La technique, une seule main. Je tiens le bouchon d'oreille entre mes doigts, comme ça, sans trop l'écraser. Je roule, 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 en serrant progressivement. Jusqu'à ce qu'il devienne fin, comme ça. La technique 2 mains. C'est pareil que la technique une seule main, sauf que je tiens mon bouchon d'oreille entre les doigts des 2 mains. Je roule, je roule, je roule, je roule, je roule, en serrant progressivement. Jusqu'à ce qu'il devienne fin, comme ça. Et je ne roule surtout pas le bouchon entre les paumes des mains, sinon ça donne ça, ou ça. Troisième étape, j'insère le bouchon d'oreille.
Pour l'oreille droite, je tiens le bouchon dans la main droite. Avec la main opposée, je tire le pavillon d'oreille vers le haut et légèrement en arrière. Avec l'autre main, je continue à rouler le bouchon jusqu'à ce qu'il s'insère dans mon oreille. Je le fais rentrer progressivement en bougeant la mâchoire. Une fois le bouchon en place, je le maintiens 30 secondes pendant qu'il regonfle. Je ne force pas, j'y vais doucement, sinon mon bouchon va se plier en deux. Je recommence la même opération avec l'autre oreille. Pour l'oreille gauche, je tiens le bouchon dans la main gauche. Avec la main opposée, je tire le pavillon d'oreille vers le haut et légèrement en arrière. Avec l'autre main, je continue à rouler le bouchon jusqu'à ce qu'il s'insère dans mon oreille. Je le fais rentrer progressivement en bougeant la mâchoire. Une fois le bouchon en place, je le maintiens 30 secondes pendant qu'il regonfle. Je ne force pas, j'y vais doucement, sinon mon bouchon va se plier en deux. Ensuite, je teste avant de m'exposer au bruit. C'est impératif. Je place mes mains sur mes oreilles. J'enlève mes mains, je remets mes mains, j'enlève mes mains, je remets mes mains, j'enlève mes mains, je remets mes mains. Si j'entends aucune différence, c'est que je suis protégé. Après utilisation. Les bouchons d'oreille à former sont à usage unique. Après utilisation, il faut donc les jeter. Je leur demande des casques parce qu'après je me dis pour qu'ils soient protégés. C'est en 2 niveaux, comment on fait? Donc moi, vraiment, je trouve que c'est quand même beaucoup plus facile à demain. Vraiment, j'ai beaucoup de mal. Donc vraiment, le but c'est de faire ça progressivement parce que si vous appuyez d'un coup, votre bouchon va devenir A ou carré et là ça ne rentrera pas dans votre nuit. Donc vraiment, il faut y aller doucement et bien rouler comme ça là, pour qu'il reste bien rond et que vous diminuez le diamètre. Pas de mettre plus près encore. Est-ce qu'il y en a qui rencontrent des problèmes? Ça marche là ou pas? Non, tu vois, naturel que tu roules bien, tu vois. Parce que là, si tu ne fais pas rouler, peut-être va l'aplatir en fait. Parce que vraiment tu roules. Et une fois. Oui, je peux pas faire ça. Non, c'est pas trop mal là, mais il faut que tu continues. Et puis dès que tu sens qu'il est bien, tu mets dans ton oreille avant qu'il regonfle parce que sinon ce sera trop tard. Ouais, là, une fois qu'il est bien là, normalement on doit être capable d'aller avec le truc. Ça c'est des trous d'oreille à peu près, ça imite le diamètre en tout cas. En général on est à peu près par là. Mais il y a des gens, on a tous des oreilles différentes, donc il y a des gens qui ont des canaux auditifs un petit peu plus étroits. Il y en a qui ont réussi à les mettre déjà ou pas là? Ouais. C'est plus difficile pour moi. Et si jamais ton voisin un jour il fait des travaux, tu seras bien content de savoir les mettre les bouchons. Et vraiment après, ça rentre. Ça marche ou pas? Ouais? Est-ce que tu sens une différence? Tu sens pas de différence, c'est qu'il est pas bon. Non? Toi c'est bon? Ok, donc on en a un qui est bon. On va pas non plus la salle de ceux qu'on pas réussi à les mettre. Avant, je vais remettre les casques. Hop. Voilà, ouais. Ça va marcher. Hop. Ça c'est bon toi? T'as les bouchons? T'as réussi à les mettre correctement? Non, t'en as un qui est pas mis, je crois. On a un casque. Voilà, donc ce que je... Vous m'entendez encore? Ok, nickel. Donc là je vous ai expliqué qu'il fallait savoir, il fallait porter des protecteurs auditifs, il fallait savoir comment les mettre, mais il faut savoir aussi quand les porter. Et pour savoir quand les porter, il y a des règles assez simples qui existent. Comme ça. Et la règle la plus simple, est-ce que vous connaissez l'unité pour le bruit ou pas? Vous savez quelle unité on utilise pour le bruit? On utilise le décibel, le dB. Donc une règle assez simple pour savoir. Donc si vous avez risqué, si vous voulez prendre des risques pour vos oreilles, c'est savoir qu'on a le droit à 85 dB pour 8 heures. Donc on a le droit d'exposer un bruit de 85 dB sans protection pendant 8 heures. Si on dépasse ça, si on est par exemple à 88 dB, on est à 3 dB de plus. En fait 3 dB, ça correspond à un bruit 2 fois plus fort. Comme on a un bruit 2 fois plus fort, pour compenser, il faut être exposé 2 fois moins longtemps. Donc si vous avez compris ce que je viens de dire, parce qu'on m'a suivi, 88 dB, on a le droit à combien de temps? Exactement, ça a suivi. Nickel. Donc là je vais mettre, alors je vous promets rien parce que le PC plante depuis ce matin, mais normalement on a un petit sonomètre là, qui va nous dire, je vais mettre du bruit. Donc tout le monde est protégé. Sauf moi. Toi aussi. Ah non, tu fais bouchon toi? Non, j'en ai pas beaucoup. Petite balle. Moi je vais me boucher les oreilles. Hop, et tu m'as fait ça.
à 88 dB, je pense. Donc 88 dB, comme je vous ai expliqué, on aura combien de temps? 88 dB, on aura d'être exposé à combien de temps à 88 dB? 4 heures, c'est ça? Parfait. Et si par exemple on avait un bruit, on va dire, c'est pas par exemple une foule de supporters de hockey. Admettons que ça fasse 83 dB. On aura droit à combien de temps? 82 dB, pardon. 82 dB, c'est de calculer rapidement combien de temps on aura droit d'affilée. En fait, on a perdu 3 dB par rapport à 85, donc on aura 2 fois plus de temps. Donc du coup, au lieu de 8 heures, on aura exposé 16 heures d'affilée. Enfin, heureusement, un match de hockey, ça dure pas 16 heures, donc il n'y a pas de problème. Voilà,